Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2020 et dans cette petite vidéo que je vais essayer de faire très courte, eh bien je voudrais un petit peu mettre mon grain de sel, mais pas comme théologien, d'où l'absence derrière moi de l'icône du Christ miséricordieux, plutôt comme philosophe réaliste. Et à propos d'un documentaire qui est sorti sur internet récemment et qui a été fait d'ailleurs par quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, Pierre Barnerias. Il s'agit du documentaire Hold Up et qui porte sur l'affaire du coronavirus, de la Covid-19 comme on dit. Alors, quand on regarde simplement sur Internet la façon dont il est décrit par les médias qu'on pourrait qualifier de mainstream, ça veut dire les médias officiels, en France en particulier, il est un film documentaire indépendant, conspirationniste. Et donc, a priori, certains seront tentés de dire « inutile de le regarder ». Moi, ce que je voudrais montrer, c'est qu'au contraire, il faut le regarder et que c'est absolument, comment dirais-je, important pour bien se faire une idée en philosophie réaliste de la grande différence qu'il peut y avoir entre des complots qui existent, des complots au sens limité, c'est-à-dire un complot. Il y en a dans l'histoire, ne serait-ce qu'il suffit de se souvenir, pour ceux qui disent qu'il n'y en a pas, l'assassinat par Staline des officiers polonais à Katyn en 1940. Et puis, la différence qu'il y a avec ce qu'on appelle une théorie du complot, ça veut dire le complot mais boosté au niveau, je dirais, intergénérationnel, au niveau gigantesque. Une théorie du complot, c'est quelque chose qui va, par exemple, impliquer des centaines de milliers de personnes qui se tairaient et qui seraient complices. En réalité, il faut se demander si dans ce coronavirus, il peut y avoir des complots limités et est-ce qu'il peut y avoir une vaste théorie du complot? Parce que le film, eh bien, en fait, il est en deux parties. Il y a une première partie qui est très longue, qui est la plus importante et qui mérite véritablement d'être analysée. Et il y a une seconde partie qui est plus courte et qui mérite véritablement d'être regardée avec un regard, je dirais, plus critique peut-être, mais réaliste. Ça veut dire chacun se fera son opinion. C'est de la philosophie. La philosophie, elle est fondée sur l'expérience, la connaissance de l'homme, et donc on est capable de juger par soi-même. Et donc, dans la première partie, Pierre Barnerias reprend factuellement, il ne donne que des faits, ce qui s'est passé concrètement par exemple en France, mais aussi dans d'autres pays comme la Belgique, peut-être les États-Unis, par rapport à l'apparition de ce virus. Alors je n'insiste pas sur ce que tout le monde connaît, les cafouillages qui se sont passés, en particulier en Europe occidentale, le fait que les masques, par exemple, étaient considérés comme inutiles et même dangereux, il ne fallait pas porter des masques dans la rue. Et puis ensuite, les masques sont devenus obligatoires, quitte même à les rendre obligatoires parfois, enfin en tout cas à en réfléchir dans le cadre des familles. Je voudrais insister principalement sur un fait qui a marqué tout le monde. L'histoire de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, qui est une histoire mondiale. Ce professeur de médecine, à l'IHU de Marseille, a déclaré qu'en utilisant un médicament ancien, qui coûtait très peu cher, l'hydroxychloroquine allié à un antibiotique, eh bien, en le donnant très tôt, on arrivait à diminuer la charge virale et donc on avait un taux de mort qui diminuait. Évidemment, étant en urgence, puisque le président Macron français avait déclaré qu'on était en guerre, il n'a pas fait les tests en double aveugle, il se contentait de guérir, enfin de donner le traitement, de le tester, et puis il voyait si ça marchait. On lui a reproché donc évidemment de ne pas avoir pris un certain nombre de malades, de les avoir privés du traitement pour comparer. Lui s'est contenté de mesurer la charge virale dans le nez par un écouvillon et il disait « Je constate que la charge virale diminue, donc forcément les symptômes de la maladie vont diminuer ». Et le documentaire fait remarquer avec justesse que est sorti à ce moment-là un article complètement bidonné. Et puis il a été précédé par d'autres choses qui disaient que l'hydroxychloroquine, qui est en fait la quinine, était un médicament extrêmement dangereux, qui faisait peut-être 10% de morts parmi ceux qui le prenaient. Et surtout, la grande revue médicale, The Lancet, a sorti un article pour montrer que c'était plus que ça. C'était non seulement inefficace, mais c'était mortel. Une étude immense sur des dizaines de milliers de cas qui avaient été répertoriés dans le monde entier. On le sait, très rapidement, cette étude a été
je dirais, dévoilée comme étant complètement bidonnée, donc une pure invention par un petit groupe qui a réussi à la passer dans cette revue à comité de lecture, mais évidemment qui fonctionne très mal depuis quelque temps. Et malgré tout, on a vu en France le médicament hydroxychloroquine être interdit sans qu'il y ait jamais de retour en arrière, et on a vu aussi l'OMS le déclarer dangereux. Les gens font remarquer aussi que ce médicament qui avait été donné depuis 80 ans, c'est d'ailleurs ce qui scandalisait le plus le professeur Raoult, par exemple quand on partait dans les pays africains où il y avait la malaria, et qui n'avait pas fait de mort quand il était donné selon des doses prescrites, eh bien, il avait été déclaré en liste rouge, c'est-à-dire accessible uniquement par ordonnance, dès le mois de décembre 2019, donc avant que l'épidémie progresse. Évidemment, fondé là-dessus, certains se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas là, factuellement, et c'est vrai, c'est surprenant, factuellement, ce qu'on pourrait appeler un complot prémédité en fonction de la certitude qu'il allait y avoir une épidémie, donc de virus respiratoires, pourquoi? Eh bien, pour vendre d'autres médicaments qui coûtent très cher. Et pour donc que certaines officines des laboratoires pharmaceutiques puissent se faire évidemment beaucoup d'argent. Alors voilà, analysons cette première partie par ce simple phénomène qui là, pour le coup, est le plus significatif, je pense, dans tout le documentaire, dans la première partie du documentaire de Pierre Barnérias. La question est donc, est-ce qu'un complot d'origine financière, donc pour se faire de l'argent, est-ce qu'un complot de ce type, un complot qui est finalement relativement limité, puisqu'il y avait eu déjà depuis des années des mises en garde contre la possibilité d'une épidémie mondiale, est-ce qu'un complot comme cela peut exister? La réponse est que oui, c'est à la portée de l'être humain. Il peut y avoir des gens qui effectivement sont là, en train d'attendre la prochaine épidémie, puisqu'il y en avait eu d'autres, et je dirais de la faire gonfler éventuellement. Cependant, attention, il y a un principe, quand on connaît la nature humaine, qui dit ceci. On doit chercher, évidemment, s'il n'y a pas quelqu'un qui tire les ficelles de certaines choses comme cela, mais il faut toujours regarder quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. En effet, pour tirer les ficelles d'un complot, il faut être très intelligent. Il faut analyser les choses, il faut prévoir. Et l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de tout à fait et totalement fréquent dans l'espèce humaine. Il suffit de regarder, par exemple, comment la majorité des peuples suivent toujours la pensée ambiante du moment, et que, quelle que soit l'idéologie qu'on donne, qu'on se souvienne, moi ça m'a frappé dans les années 50, le grand dogme c'était le freudisme, en faculté de psychologie. Et maintenant, puisque le freudisme, soi-disant est dépassé, le grand dogme qui s'impose, c'est le dogme inverse, à savoir que le rapport du père à la mère est, je dirais, quelque chose de culturel, et que même la distinction des sexes est quelque chose qui est structuré par l'éducation, que donc la distinction des sexes n'a rien de réel, de biologique. C'est ce qui, en tout cas, est répandu de plus en plus dans les universités américaines, françaises, certaines universités en tout cas. Et on constate que, je dirais, par un mécanisme de terrorisme intellectuel, l'idée dominante, elle s'impose peu à peu, et celui qui ne la suit pas risque d'avoir sa carrière diminuée. Donc, par un mécanisme de terreur, un mécanisme de pression, un mécanisme aussi lié à notre besoin d'avoir une carrière, on arrive à faire adhérer les peuples qui n'en pensent pas mais dans leur fort intérieur, mais on arrive à adhérer les peuples à n'importe quelle idéologie, tout est l'inverse de tout. Bref, pour analyser ce qu'il s'est passé ici, je crois qu'il faut regarder un exemple historique, le plus grand complot qu'on ait jamais vu, le complot contre le Christ. Et on constate que le complot contre le Christ, il est fait par plusieurs sortes d'intérêts. Par exemple, il y a effectivement peut-être quelques grands prêtres qui savent que manifestement il vient de Dieu parce qu'ils ont vu la résurrection de Lazare. Mais les autres acteurs de l'histoire, ils en sont pour d'autres faits. Ils ne participent pas à ce grand plan qui serait quasiment un lien avec l'ange révolté, quelqu'un d'immortel, quelqu'un qui serait au-dessus du monde. Par exemple, Ponce Pilate, en ce qui le concerne, certainement, il vise de garder son poste de gouverneur. En ce qui concerne, par contre, la partie du peuple qui crie « à mort », ce sont sans doute les clients des pharisiens, des sadducéens qui suivent le politiquement correct et qui sont là parce que peut-être ils ont eu des intérêts financiers, ça peut arriver.
Judas, quant à lui, qui a livré Jésus, eh bien, c'est un mélange d'énervement par rapport à ce Jésus qui encourage des gens qui versent sur ses pieds un parfum d'un grand prix, l'équivalent d'un an de salaire, et puis en même temps, son goût pour l'argent, il volait dans la bourse. Alors on se dit, mais tout de même, on n'a pas livré le Christ pour un petit peu d'argent. Ben si, ça peut arriver. Il y a des grandes trahisons qui sont faites parce que, eh bien, on le voit pendant la Seconde Guerre mondiale, pour obtenir un peu de marché noir, un petit peu de plus de beurre. On peut, par exemple, fréquenter l'armée allemande pour cette raison-là. Eh bien, en l'occurrence ici, lorsqu'on regarde l'accompagnement qu'il y a eu du dénigrement de l'hydroxychloroquine, qui peut-être marche, peut-être ne marche-t-elle pas, mais en tout cas, il faudrait véritablement regarder ce qu'il en est. On constate qu'il y a un mécanisme, d'abord, de vanité. Ça veut dire que ceux qui ont pris la décision d'interdire l'hydroxychloroquine ne reviennent pas en arrière, souvent parce qu'ils ne veulent pas se dédouaner, simplement, dans leur réputation. Il y a conjointement, effectivement, des gens qui manifestement ont un intérêt financier. Ce médicament ne rapportera rien, alors qu'on peut se faire de l'argent. Et puis, il y a un mécanisme d'idéologie politique. Ça veut dire que ceux qui sont de droite nationale sont pour l'hydroxychloroquine. C'est factuel. On le voit même aux États-Unis, où ceux qui sont pour le président Trump sont pour l'hydroxychloroquine, et ceux qui sont plutôt de gauche pour le mondialisme global sont factuellement pour un autre médicament, par exemple pour un vaccin ou n'importe quoi d'autre, mais en tout cas quelque chose qui ne sera pas l'hydroxychloroquine. Il y a aussi d'autres mécanismes, comme par exemple l'énervement de certains journalistes devant la personnalité du professeur Raoult, qui au départ est une personnalité qui manifeste sa compétence bruyamment et qui se fiche un peu du système. Donc le rejet chez certains de toute, je dirais, de toute théorie du complot, un rejet a priori, fait que puisque les tenants du professeur Raoult semblent dénoncer un complot d'ordre peut-être financier, alors on est a priori contre, et donc on dit ce n'est pas possible. La réalité, c'est que un complot est possible, je l'ai dit, c'est la théorie, la vaste théorie du complot qu'il va falloir maintenant regarder. Alors, quel sera l'avenir de ce fait-là, c'est-à-dire évidemment de ce comportement face à ce petit médicament pas cher qu'il y a eu et qui était évidemment anormal? Eh bien, comme le dit le professeur Raoult, à la fin, qui est-ce qui parlera? Ce seront les chiffres, ce seront les analyses, ce seront, je dirais, véritablement les résultats finaux. Et là, on ne pourra pas les nier. Quand je dis qu'on ne pourra pas les nier, est-ce vrai? Oui, en partie, parce qu'il y a une presse alternative. Il ne faut pas croire que la France, par exemple, serait dans un système totalitaire. Il y a Internet qui déborde et qui est évidemment imparable. Je sais que certains gouvernements essayent de modérer Internet pour empêcher justement ce qui va trop loin, mais c'est quasiment impossible. Par contre, il peut y avoir, dans les médias qui sont tenus et qui sont plutôt, je dirais, à l'écoute des pouvoirs, il peut y avoir une volonté de cacher le scandale qui peut-être sortira un jour par rapport à cela. On sait comment l'homme, il est papillonnant et comment un scandale qu'on sort pendant quelque temps, finalement, parce que l'actualité fait penser à autre chose, est vite oublié. Oui, mais il ne faut pas oublier. Il y a le pouvoir judiciaire qui, lui, a un autre temps. Et s'il y a des plaintes, et si factuellement on s'aperçoit que l'hydroxychloroquine faisait baisser la mortalité, mettons, de 20%, par exemple, quand elle était prise comme il le fallait, ça veut dire en début de maladie, et non pas en fin de maladie, où là, ça ne sert plus à rien, alors dans ce cas-là, il y aura passage par la justice. En réalité, et ça il faut bien le dire, ceux qui pensent qu'il y a un terrorisme intellectuel complet avec une idéologie dominante qui domine tout, se trompent. Il y a des contre-pouvoirs dans les démocraties occidentales qui sont effectivement fragilisés, mais qui existent tout de même. Alors voilà pour la première partie. Et je dirais que chacun se fasse son opinion, à savoir est-ce que là, factuellement, on peut considérer qu'il y a eu un petit complot limité, avec divers centres d'intérêt, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est factuel? Et puis arrive la deuxième partie du reportage avec quelque chose qui là va beaucoup plus loin. C'est l'idée qu'il pourrait y avoir en fait un plan global, je dirais prévu depuis éventuellement des générations, dans un but précis. Par exemple, on voit intervenir une sociologue communiste, enfin ex-communiste, Monique Pinson-Charlot, qui dit « Je sais ce qui est en train de se passer. Les riches n'ont plus besoin des pauvres, qui leur servent à rien. Maintenant, ils peuvent s'enrichir, il y a les machines qui travaillent, etc. Et donc, leur projet, c'est par l'imposition d'un vaccin qui va
tuer une majorité de gens, c'est de faire disparaître une grande quantité de la population humaine. Elle a toujours été comme cela. Elle a fabriqué depuis toujours une espèce de sociologie autour de la théorie du complot marxiste, à savoir que le capital, le grand capital, serait l'ennemi même du prolétariat et voudrait l'éliminer physiquement de la terre. Et évidemment, elle prône la révolution socialiste, ça veut dire que le prolétariat élimine les grands capitalistes. Donc tout de suite, quand on la voit intervenir, eh bien, il faut se souvenir des années 80, où c'était factuellement l'idéologie des grandes universités de sociologie, l'idéologie dominante. L'analyse marxiste était partout. Et si on ne partageait pas l'analyse marxiste, on n'était pas, je dirais, on n'était pas dans une carrière possible. Maintenant, avec le recul, on voit bien que cette théorie-là, eh bien, elle est parfaitement dans une théorie du complot, elle est parfaitement absurde. En effet, quand on analyse cette fois sans passion, on va bien comprendre que les riches, ils n'ont pas du tout intérêt à éliminer les pauvres, puisque en vendant ne serait-ce que des saucisses à des millions de pauvres, ben on fait des millions. On s'enrichit. Donc on a intérêt à ce que les pauvres existent. Ça ne tient pas une minute. Et ça montre ce que c'est que l'esprit théorie du complot. Ça veut dire qu'à partir d'un fait, on analyse tout et on élimine tous les autres critères de connaissance de la nature humaine. Du coup, en regardant cette histoire des idéologies anciennes, on se rend compte avec le recul de ce que c'est de non réaliste, comment les vastes théories du complot ne sont pas réalistes, et pourtant elles peuvent être produites par des cerveaux humains. On se souvient par exemple de la vaste théorie du complot, qui est née dans le cerveau d'Hitler, qui consiste à dire que un certain nombre de gens tirent les ficelles du monde, des banquiers juifs, et que c'est le peuple juif tout entier qui, étant solidaire, produit le malheur du monde. Et donc il passe aux actes, il élimine les coupables. Et là, de fait, va apparaître dans le documentaire une autre théorie du complot, qui est, je dirais, sous mode à la fois religieux, c'est-à-dire qui est sortie des arcanes du christianisme, parfois mal interprété, en particulier l'histoire du chiffre de la bête dans l'Apocalypse, qui raconte ceci. Eh bien, l'Antéchrist viendra, il marquera les hommes sur le front et sur la main, et personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'est pas marqué par le chiffre de la bête, et ce chiffre de la bête, c'est 666. Et donc, dans certains milieux chrétiens évangéliques en particulier, mais aussi catholiques de type eschatologique, on sait que l'Église catholique n'a pas beaucoup développé depuis quelque temps l'eschatologie, ça veut dire la théologie de la fin du monde, et donc il se développe un peu partout des théories qui sont prises chez les protestants et qui n'ont rien de réaliste, qui ne correspondent pas à ce que la foi de l'Église, définie dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, dit, et qui consiste à dire que cette marque est physique, que c'est réel, que c'est par exemple, au moment du Minitel, 3615, 3 x 6, 5 plus 1, 6, donc c'était le chiffre de la bête, et on voit comment c'était ridicule. Le Minitel, c'était simplement un instrument qui, comme le monde avait des parties géniales et des parties perverses, comme ce qui se passe dans l'âme humaine. Ensuite, ça a été Internet, www, donc 666, chiffre de la bête, etc. Là, il a été suggéré une autre théorie, comme quoi le vaccin allait être imposé au monde entier par des grands comploteurs qui sont des milliardaires, comme Bill Gates, etc., et que ce vaccin porterait en lui une marque de type, je dirais, quasiment informatique, pas une puce, mais quelque chose de plus miniaturisé encore, et que donc le virus lui-même avait été créé en laboratoire afin que ce vaccin puisse être implanté et qu'ensuite il puisse être exploité par quoi? Par la technologie informatique 5G. Celui qui fait un peu de science voit bien que c'est absolument absurde. La technologie informatique 5G n'a pas de rapport avec l'ARN qui est dans le vaccin qui effectivement est en train de sortir. Mais à la rigueur, le pire, c'est pas cela. C'est qu'on peut facilement, d'un point de vue philosophique, comprendre que ça ne marche pas parce que un projet comme ça, avec de la haute technologie, ça impliquerait des milliers, des centaines de milliers d'ingénieurs qui collaboraient, l'un à fabriquer le virus, l'autre à mettre, je dirais, la technologie 5G en rapport, le troisième à faire le vaccin qui soit en rapport. Et donc forcément, il y a collaboration. C'est un peu comme Airbus Industrie. Il faut qu'à travers divers pays, on participe. Donc ça se saurait. Une telle théorie du complot, elle est impossible, sauf à élaborer, évidemment,
Un mécanisme complètement fou qui consisterait à dire que ces gens-là ne parlent pas parce qu'ils sont menacés. Et c'est là où il faut véritablement, philosophiquement, savoir ce que c'est que l'être humain. Oui, je l'ai dit, la masse, elle se soumet. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde se soumet. Il y a des gens qui sont capables de donner leur vie s'il y a un tel complot pour parler. Il y a des gens, par exemple des scientifiques, même parmi eux, qui sont capables, on l'a vu par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Albert Einstein a écrit à Roosevelt pour prévenir que la technologie nucléaire était dangereuse. Donc il y a des gens qui sont capables de parler, et leur vie est secondaire. L'être humain, il est diversifié, il n'est pas qu'un troupeau, même si, je l'ai dit, la masse suit l'idée dominante. Alors, dans cette deuxième partie, qui développe plutôt, donc je l'ai dit, des vastes théories du complot, qui, me semble-t-il, sont impossibles, vu l'être humain ce qu'il est, eh bien, à partir de là, évidemment, toute la première partie, qui est la seule qui, véritablement, peut aboutir à quelque chose de réaliste, est dénigrée par, justement, ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de complot, que tout se passe comme ça, que, en réalité, ce qui s'est passé dans l'histoire de ce virus est purement factuel. Ce virus nous est tombé dessus, on n'y connaissait rien, on a donc tâtonné. Et point. Non, je dirais, entre deux extrêmes. Ça veut dire le fait de nier la possibilité de tout complot limité. Et l'autre extrême qui consiste à dire tout est prévu, rien n'est dû au hasard. Le hasard n'existe pas, certaines personnes tirent les ficelles du monde entier. Entre les deux, je crois, il y a la vérité philosophique, à savoir l'être humain, effectivement, qu'il peut prévoir, comme on fait dans nos familles. On peut prévoir par exemple un coup de bourse. On place de l'argent, on essaye de le placer diversifié, et quelquefois, véritablement, on gagne beaucoup, mais on peut aussi se planter. Mais ce qui se passe au niveau de nos familles ne s'explique pas seulement parce qu'on prévoit. Il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas. On ne peut pas prévoir tel accident dans le quartier qui fait par exemple baisser le prix de sa maison. Ou au contraire, parce que le quartier se peuple de populations formidables, l'a fait monter d'un coup. Qui pouvait prévoir que la petite maison sur l'île d'Oléron vaudrait maintenant des millions et vaudrait à certaines petites paysannes de là-bas un impôt sur la fortune? Donc, l'être humain, il est complexe. De même, je ne rejetterai pas complètement ce que dit Monique Pinceau-Charlot. Bien sûr que l'argent est important pour l'homme et que, eh bien, on fait tout ce qu'on peut dans nos familles pour en gagner le maximum. Quelquefois, d'ailleurs, c'est trop. Ça s'appelle la convoitise. Au lieu d'avoir un simple coussin de sécurité, ce qui est absolument indispensable en cas de crise, on a un énorme édredon. Ça, c'est notre nature humaine. Eh bien, mise au niveau de, je dirais, des hommes entiers qui gouvernent le monde, par exemple les dirigeants de laboratoires pharmaceutiques, il peut y avoir cette même convoitise, cette même absence de scrupules. Voilà, je m'arrête là, en espérant que cette deuxième partie, eh bien, aura permis tout de même d'éclairer un peu l'intelligence et surtout, de sortir, quand on est chrétien en particulier, puisque je suis d'abord théologien catholique, de sortir de la grande idéologie, des vastes théories du complot, sachant que, comme le disait Aristote, l'être humain, il peut comploter sur 20 ans, oui, il peut faire ça, mais que celui qui complote sur plusieurs générations, celui qui prévoit l'évolution de l'humanité dans un but très précis, comme disait Aristote, ce ne sont pas les mortels, ce sont les dieux immortels. Ça veut dire, pour nous chrétiens, les démons révoltés contre Dieu. Mais eux, parce que la foi chrétienne et la foi de toutes les religions monothéistes y croient, leur projet n'a rien à voir avec ce qu'on imagine de ce qu'il est. Ce projet, il est lié, dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 677, au mystère de l'iniquité. Ça veut dire à quelque chose qui dépasse largement la terre. Le but des anges révoltés, c'est de révolter, s'ils le peuvent, l'humanité entière contre Dieu, afin d'obtenir de Dieu un changement en rapport avec le projet du Créateur. Comme si les hommes pouvaient deviner ce qu'il en est. Eux qui sont si mauvais en théologie maintenant, qui ne connaissent si peu la révélation, qui se servent si peu du magistère de l'Église. Savoir que tout ce qu'il y a sous l'histoire humaine, c'est une affaire de désir de la vision béatifique auprès de Dieu, avec son prochain, mais de désir qui peut être soit par amour de Dieu et humilité, en suivant le Christ, soit par convoitise, parce que c'est le trésor ultime, comme c'est le cas des démons. Savoir cela, savoir que c'est ce qui tire les ficelles du monde, qui explique tout ce qui s'est passé. En théologie catholique, qui le sait? Personne. C'est la seule théorie du complot, je crois, qui est possible, mais elle n'est pas de source humaine.
Voilà, je conclurai cette vidéo en disant il faut regarder le documentaire de Pierre Barnerias qui s'appelle Hold Up, il faut le regarder avec un œil critique. D'ailleurs, c'est ce que veut Pierre Barnerias, il donne certaines choses comme ça afin qu'on se fasse une opinion. Cet œil critique consiste à être toujours fixé sur la connaissance que nous avons de la nature humaine pour voir ce qu'il est possible que l'homme fasse et ce qui dépasse la force même de l'homme. Donc ce qui est de l'ordre plutôt d'une conception de type idéologique, une fabrication, ce qu'on appelle une vaste théorie du complot.